j'espère que vous allez tous bien. Maintenant, nous allons passer sans transition à la troisième partie euh, de notre cours 1. Et cette partie va concerner les acteurs de l'économie numérique. Ici, nous allons parler, nous avons vu déjà qu'est-ce qu'était qu'une économie numérique. Nous avons dit qu'une économie numérique est une économie qui, si on lui enlevait les ordinateurs et l'Internet ne pourraient plus subsister. Netflix, tu enlèves les ordinateurs et Internet, ça ne peut plus exister. Les smartphones, etc. Yassir, tu enlèves l'Internet, tu enlèves le smartphone, ça ne peut plus exister. Mais, à contrario, quelqu'un qui a une épicerie, qui utilise un ordinateur pour faire sa comptabilité et sa gestion de stock, si tu enlèves l'ordinateur, il pourra toujours continuer à faire sa gestion de stock par écrit, sur des registres, etc. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas dans l'économie numérique, ce business-là n'est pas dans l'économie numérique. Nous avons aussi vu des caractéristiques de l'économie numérique, qu'est-ce qui faisait qu'elle se différenciait d'une économie classique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les acteurs de l'activité numérique. Les acteurs de l'activité numérique, ils sont en nombre de trois. La première brique essentielle de l'activité numérique, de l'économie numérique, c'est évidemment l'entreprise technologique. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose de numérique, on ne peut pas avoir d'économie numérique. En face de cette entreprise technologique, il nous faut évidemment des consommateurs. C'est-à-dire que si les entreprises existent et qu'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a personne à qui vendre quoi que ce soit, donc l'entreprise ne peut pas exister. Et s'il y a des consommateurs, mais aucun bien numérique à consommer, donc on n'a pas d'économie numérique. Donc, dans cette vision-là, nous avons l'entreprise technologique qui est en train de vendre un service aux consommateurs. Très bien. Jusque-là, vous allez me dire, oui, nous avons là une économie numérique. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que même si le capitalisme nous dit que il y a une main invisible qui va gérer le marché, s'il n'y avait que ces deux acteurs-là dans le marché de l'économie numérique, très rapidement, ça va déraper. Ça va déraper, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les entreprises technologiques possèdent les données des consommateurs, possèdent leurs cartes bancaires, possèdent beaucoup d'informations à propos d'eux, etc. Et s'il n'y avait pas un minimum de surveillance, ce serait, entre guillemets, le Far West, ça serait la catastrophe très rapidement. Donc, c'est pour cela que, afin de surveiller, afin de réguler le marché, il y a généralement un gouvernement. Donc, voici comment se présente l'économie numérique à travers ses acteurs et la relation qu'il y a entre les acteurs. Nous avons un gouvernement qui régule des entreprises technologiques, des startups, etc., qui elles-mêmes vendent des, euh, des services aux consommateurs. Donc, le gouvernement est là pour s'assurer que le consommateur n'est pas arnaqué, n'est pas volé, que ses données sont correctement utilisées, ne sont pas utilisées de manière outrancière ou carrément illégale et immorale. Voilà. Donc, c'est à ça que sert le gouvernement, prendre des lois pour réguler le marché et aussi mettre en place des structures qui peuvent vérifier tout ça. Donc, nous allons commencer, voilà, nous allons détailler les acteurs un à un. Donc, nous allons détailler euh, les entreprises technologiques, le consommateur et le gouvernement. Donc, en termes d'entreprises technologiques, on va dire que le représentant le plus connu est la start-up. Les startups jouent un rôle essentiel dans l'économie numérique en introduisant de nouvelles idées technologiques et modèles d'affaires. Elles sont généralement de petite taille, agiles et axées sur l'innovation. Les startups sont souvent à l'origine de perturbations majeures dans leur industrie établie parce que ouais, le rôle d'une startup est de faire ce qu'on appelle une disruption de marché. Ça veut dire quoi une disruption de marché? C'est-à-dire qu'elle est là pour changer complètement comment le marché fonctionne. Si on prend le cas historique de Netflix, avant la venue de Netflix, les gens allaient louer des cassettes vidéo chez des, chez des magasins spécialisés. Avec la venue de Netflix, ils ont fait ce qu'on appelle une disruption de marché. Ça veut dire que tous ceux qui louaient physiquement des cassettes vidéo ont dû fermer parce qu'ils ne pouvaient plus faire la concurrence à ceux qui streamaient du contenu directement sur Internet. Évidemment,
C'est beaucoup plus simple pour un consommateur d'aller directement devant sa télé, de choisir ce qu'il veut regarder, d'appuyer sur play, que d'aller devant dans un magasin, de prendre beaucoup de temps à choisir quel film il devrait prendre, de choisir, laisser sa carte nationale, laisser de l'argent, partir, être obligé le lendemain de le rendre après 24 heures, sinon on reçoit des pénalités, etc. Ça, le modèle que propose Netflix est largement meilleur au modèle classique. Donc, elles sont là pour disrupter le marché. Et grâce à cela, grâce à sa capacité à disrupter le marché, elles ont des potentialités de croissance incroyables. C'est-à-dire qu'une startup peut devenir, peut valoir 1 milliard de dollars en très peu de temps. Il faut savoir que les entreprises comme Coca-Cola, on met des décennies pour atteindre 1 milliard de dollars. Des décennies, c'est-à-dire des dizaines d'années. Alors qu'aujourd'hui, on voit des startups qui peuvent atteindre 1 milliard de dollars en moins d'un an. Pourquoi? Parce qu'elles ont une capacité incroyable à lever les fonds auprès des capitaux risqueurs pour financer leur croissance rapide. Deuxième type d'entreprises qui ont autrefois été des startups, mais qui sont plus aujourd'hui des startups, ce sont des géants du numérique. Les géants du numérique, on les appelle la Big Tech. C'est le GAFAM pour les États-Unis, Amazon, Apple, Google, Facebook et Microsoft. C'est le BATX pour les Chinois, c'est Baidu, Tencent, Tencent, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et ces entreprises ont une influence considérable dans de nombreux domaines, de la recherche en ligne, des réseaux sociaux, en passant par le cloud computing. Elles génèrent d'importants revenus grâce à la publicité en ligne, aux services cloud, aux ventes de matériel et logiciels et autres activités. Donc, voilà, si on devait résumer quelles sont les entreprises technologiques qui existent, il y a les startups et les géants qui sont là. Les startups essaient de bouffer des parts de marché aux géants. Côté consommateur, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la consommation en ligne. Les consommateurs jouent un rôle actif dans l'économie numérique en utilisant des services en ligne pour effectuer des achats. En fait, un consommateur, c'est un arbitre. C'est lui entre deux entreprises, va dire quelle est la meilleure. C'est-à-dire que s'il y a plus de consommateurs qui achètent de l'entreprise A par rapport à l'entreprise B, donc l'entreprise A plus de chances de réussir, de survivre que l'entreprise B. Donc, le consommateur est un arbitre. Parfois un arbitre sévère. Il n'est pas rare que les entreprises disparaissent parce que les consommateurs ne sont pas intéressés par les produits qu'elles proposent. Donc, il est là, en train d'effectuer des achats, de regarder des vidéos, d'interagir avec les médias sociaux. À chaque fois qu'il fait une action, d'arbitrer la technologie qu'il a en face de lui. Le commerce électronique est devenu un aspect clé de la consommation, permettant aux consommateurs d'acheter des produits et des services en ligne, de la nourriture aux vêtements, en passant par les voyages, les entreprises. Par les voyages. Les entreprises utilisent des données collectées sur les consommateurs pour personnaliser les offres et les recommandations. Cela va améliorer l'expérience client en fournissant des produits et des services adaptés aux préférences individuelles. Protection de la vie privée. La protection de la vie privée est une préoccupation croissante des consommateurs. Les gouvernements et les entreprises sont de plus en plus contraints de garantir la confidentialité des données des utilisateurs et de respecter les réglementations de protection de la vie privée. Et justement, en parlant de gouvernement et de régulation, il y a la réglementation, donc les gouvernements, leur rôle essentiel est la régulation de l'économie numérique. Ils établissent des réglementations pour garantir la concurrence équitable, pour protéger la vie privée des consommateurs, garantir la sécurité des données, lutter contre la cybercriminalité et aborder d'autres préoccupations liées à l'économie numérique. Il y a un courant qui te dit oui, mais grâce au blockchain, etc., est-ce que la régulation gouvernementale est toujours nécessaire? Ça reste à prouver. Ça reste à prouver que la blockchain peut remplacer le gouvernement. On voit les monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum qui étaient censées remplacer les monnaies courantes ne sont en réalité que des monnaies qu'on appelle spéculatives, que les gens achètent pour avoir. Ils n'achètent pas de Bitcoin pour pouvoir acheter avec du Bitcoin. Ils l'achètent pour pouvoir le revendre. Voilà, si par exemple tu achètes une maison juste pour réfléchir à la revendre après sans habiter dedans, tu fais ce qu'on appelle de la spéculation. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont que des biens
que des biens spéculatifs. Ils ne sont pas des biens qu'on possède pour pouvoir acheter des services. Ça veut dire que Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a imaginé sa blockchain, je pense que le Bitcoin, je pense qu'il l'a imaginé comme étant une monnaie qui permettrait aux gens d'acheter des biens et non pas une monnaie sur laquelle les gens spéculeraient. Et en cela, à mon sens, c'est un échec. Et si on extrapole sur le Bitcoin, on pourrait dire que la blockchain pourrait être cantonnée qu'à faire que faire de la spéculation. Voilà. Euh, la fiscalité dans l'économie numérique est un enjeu majeur. Les gouvernements cherchent à adapter les régimes fiscaux pour garantir que les entreprises numériques paient les impôts appropriés, même si elles opèrent à l'échelle internationale. Ça devient de plus en plus difficile pour pour les gouvernements de faire payer les impôts à ces entreprises parce qu'elles s'opèrent au niveau mondial. C'est très difficile de pouvoir les gérer et de pouvoir savoir combien ils gagnent réellement. Troisième défi du gouvernement, entre guillemets, c'est la cyberdéfense, la sécurité. Comment faire en sorte que la sécurité en ligne soit garantie partout dans un monde de commerce électronique. Voilà, ici, on arrive à la fin de ce cours. On arrive à la fin de ce cours. Je vous prie de bien vouloir, je vous prie de bien vouloir. Nous arrivons donc à la fin de ce cours. Je vous donne rendez-vous pour le cours suivant, la partie 5 la partie 4 plutôt, l'avant-dernière partie de ce cours.